Fréquence drone. Fréquence drone. Cette émission vous est présentée par Aéropixie, l'entreprise aéronautique au service des entreprises qui utilisent des drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Plus d'infos sur aeropixie.com. aeropyxis.com. Aéropixie. Saviez-vous que Fréquence Drone est une web radio associative animée par un petit groupe de bénévoles passionnés ? Vous aussi, participez à l'aventure en devenant sponsor ou mécène de notre association. Plusieurs formules, selon votre niveau d'implication, peuvent être envisagées. Écrivez-nous à contact@fréquence-drone.fr en précisant sponsor dans l'objet du courriel. Vous participerez ainsi au développement de nos émissions tout en gagnant en notoriété. Fréquence drone, reportage. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Fréquence Drone est aujourd'hui invité en Corrèze, plus précisément dans le petit village de Lagarde-Mars-la-Tour, pour y rencontrer le responsable d'un centre de formation bien connu dans la région et qui inaugure aujourd'hui sa toute première session de formation de thermographie par drone. À cette occasion, Émile Wolf, le fondateur de la société Drone de Vue, a convoqué la presse régionale pour y annoncer l'événement. Ce ne sont donc pas moins de 3 médias qui se sont présentés sur ce site de captation avec, pour la télévision, France 3, pour la presse écrite La Montagne et pour la presse radio, votre serviteur Fréquence Drone. Parmi les acteurs de cet événement, notons la présence de Gérald Goulard, le fondateur de la Fly Academy, qui vient prêter main forte à son ancien stagiaire Émile Wolf, qui est dorénavant formateur en thermographie par drone, mais également partenaire de la Fly Academy. 2 stagiaires sont aussi présents, ainsi que monsieur le maire du village, monsieur Daniel Ringenbach, que nous retrouvons tout de suite, suivi des interviews d'Émile Wolf et de Gérald Goulard. Monsieur le maire, aujourd'hui on assiste à une réunion avec les médias sur une démonstration d'un vol de drone sur de la thermographie. Est-ce que la thermographie c'est quelque chose qui est important à vos yeux ? On a la chance d'avoir sur place quelqu'un qui est passionné par cette activité et qui en a fait même une profession puisqu'il forme. Émile Wolf, qui Voilà. est un ancien gendarme et qui est sur la commune. Exactement, qui habite juste en dessous de Chiron. Voilà. Et qui a monté la société Drone de Vue, c'est bien ça ? Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui à la commune d'avoir un centre de formation ? On voit des drones passer de temps en temps. Ça inquiète encore quelquefois les habitants. Ouais. Quand ils voient passer ça au-dessus de leur tête, ils se demandent ce que c'est. Et Les administrés sont pas trop craintifs, non ? on a fait un peu de communication autour, donc ça passe, quoi. Donc il n'y a plus trop de problèmes. Et aujourd'hui, comment vous voyez le drone par rapport à sa généralité, la réglementation et son développement ? On en entend parler tous les jours, des activités drones. Aujourd'hui, on peut utiliser un drone dit dans le loisir. Est-ce que vous pensez que ça peut poser des soucis ? Je me suis déjà entretenu avec Émile Wolf. Lui, il défend mordicus la formation pour éviter toutes sortes d'accidents. Donc ça, c'est tout à fait normal qu'il y ait une réglementation, que ça soit suivi et que ça soit contrôlé, quoi. Est-ce qu'une petite commune peut avoir un intérêt à avoir effectivement des activités drone pour de l'événementiel ou des choses comme ça ? Émile s'est proposé pour accompagner donc, les événements qu'il y a sur la commune, la fête communale. Et il nous a fait quelques vidéos sur des vues aériennes sur la commune. Donc c'est intéressant pour ça. C'est intéressant. Ça vous a posé des problèmes en termes de communication ou en termes de déclaration, non ? Non, ça s'est fait très, très facilement. Oui, Émile a fait l'essentiel du travail pour les déclarations, etc. Exactement. Merci monsieur le maire et plaisir de vous retrouver parce que vous êtes vraiment sur un environnement idéal et magnifique. Merci. Merci à vous. Retrouvons maintenant Émile Wolf, le fondateur de Drone de Vue. Bonjour Émile. Bonjour Thierry. Drone de Vue, donc un centre de formation spécialisé dans le domaine du drone. Émile, qu'est-ce qu'on prépare ici dans ce centre de formation ? Donc mon centre de formation qui existe donc depuis 2017. Jusqu'en 2020, j'étais donc autonome et puis je faisais la formation individualisée. Depuis 2020, je suis maintenant partenaire, donc sous-traitant avec la Flight Academy à Dijon, avec Gérald. Et donc je profite donc de la certification de Gérald pour former des pilotes qui veulent bénéficier de leur CPF ou bien des demandeurs d'emploi. Donc toutes ces formations qui peuvent avoir des subventions. Et depuis le mois de janvier, aujourd'hui, on commence la première formation de drone thermique, donc avec une caméra infrarouge,
Donc nous avons 2 élèves pour 3 jours, donc en formation pour la spécialisation thermique. D'accord. Alors ce que j'ai vu là aujourd'hui, c'est une nouveauté, c'est ta première formation thermique. J'ai suivi la formation à la Flight au mois de mai l'an dernier, et puis donc là, Gérald m'a proposé donc, pour la première formation de venir en doublure. Et donc, grâce à lui, je suis plus rassuré. Et puis, donc, maintenant, je me sens capable de voler de mes propres ailes pour la prochaine formation. Oui, et puis, je crois que tu viens de faire aussi l'acquisition du drone Mavic 3 thermique, c'est ça? Voilà, donc, ça fait une semaine que j'ai ce drone de Mavic 3 thermique, qui est donc un très bel outil, qui supplante largement le Mavic 2 thermal, parce que j'étais prêt à acheter le Mavic 2 thermal, mais bon, ça devient malheureusement déjà obsolète, quoi, parce que le Mavic 3 thermal... oui, ça va très vite. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de venir t'interviewer, mais j'ai eu aussi la surprise de voir que je n'étais pas le seul média aujourd'hui présent sur site. Tout à fait. Donc, pour annoncer quand je faisais cette première formation, j'avais envoyé des messages en l'air. Donc, j'avais envoyé des mails à France 3 et puis à La Montagne, et les deux ont répondu présent. Donc, les deux sont venus aujourd'hui pour donc faire un petit interview pour présenter donc l'activité du drone, l'activité de la formation et notamment cette nouveauté donc du drone thermique et puis faire le lien avec justement ce qui est à l'ordre du jour, les passoires thermiques qu'on a sur le territoire et donc inciter les gens et faire comprendre aux gens que l'isolation de leur maison, c'est important. Alors, Fréquence Drone est présent aujourd'hui aussi. Bon, nous, c'est vrai qu'on se connaît déjà depuis plusieurs années et c'était le plaisir de venir te voir et de voir justement cette première formation thermique, voir un peu comment tu la faisais et l'occasion aussi de rencontrer Gérald, qui est le propriétaire de Fly Academy. Bien. Alors, comment ça se passe une formation chez toi ? Alors la formation chez moi, donc tu vois, moi je travaille donc tout seul, je suis seul instructeur. Donc les formations, je reçois un stagiaire pour une formation initiale. Je peux en prendre 2, maximum 3. Je ne dépasse jamais 3 stagiaires, donc parce que pour pouvoir satisfaire donc le stagiaire et puis lui inculquer toutes les compétences de pilotage, je trouve que 2 stagiaires c'est très bien. Donc la formation avec la Flight Academy, donc où je suis sous-traitant, c'est moi qui vais assurer la formation pratique de 5 jours. Donc le stagiaire va arriver chez nous, il aura donc déjà suivi la formation donc en semi-présentiel de 5 jours qui est donc diffusée par la Flight et donc il prépare ses cours à la maison et puis il fait ses révisions à la maison, ce qui fait qu'il a déjà le bon bagage théorique lorsqu'il va arriver chez moi. Durant la semaine de stage, on fait donc un contrôle des connaissances par le biais de QCM et surtout on travaille la sécurité et le pilotage durant la semaine. J'ai pu voir qu'effectivement vous avez plusieurs sites ici, donc on va quand même le dire qu'on est dans un endroit merveilleux, en pleine campagne. Tu viens de faire des bureaux dédiés en plus pour la formation, si j'ai bien compris. Et il y a aussi également un ensemble d'endroits qui te permettent justement de tester soit de la thermographie, soit de la captation de vue habituelle, etc. Tout à fait. Donc pour la certification de la formation, un sujet tout à fait simple, c'est donc faire une inspection de ma maison, donc faire le tour de ma maison qui est donc avec une couverture en ardoise, particulièrement recherchée pour les couvreurs et puis pour les travaux un petit peu pointus. Le second sujet, c'est de faire l'espace sportif de la Garde en Val, où on va faire donc une photo d'ensemble sur le terrain de rugby, le terrain de tennis et notamment toute la structure qui permet d'accueillir donc le public, les vestiaires et ainsi de suite. Et le troisième, c'est donc de faire au profit donc de la direction départementale du territoire, de faire une inspection avant les travaux sur un étang et après les travaux sur un étang. Voilà, donc 3 sujets qui sont tirés au sort et puis donc le stagiaire, lorsqu'il connaît le sujet, il nous présente le sujet, théorique d'abord pendant 20 minutes et après pratique sur le terrain où il est évalué par bien sûr un pilote de drone professionnel et un agent immobilier avec moi. D'accord. Alors, je crois me rappeler qu'il y a aussi une piste ULM qui n'est pas très loin. Mais tout à fait, donc, elle est toujours là. Elle est toujours là, d'accord. Mais bon, Gérald ne la connaissait pas, mais on va essayer d'y aller. Voilà. Et donc, ça permet aussi peut-être aux stagiaires de prendre conscience qu'il peut y avoir ce genre d'infrastructure aussi dans l'environnement. Et lorsqu'on fait une préparation de vol, de bien se tenir au courant de tout à fait. Et puis, donc, comme tu le dis, la Corrèze, c'est un pays magnifique, mais c'est un pays qui a pas mal de contraintes de zones de restriction. Donc là, on est dans la zone 368 et on est à proximité du terrain de la Courtine, donc, qui est situé donc, limite avec la Corrèze. Et actuellement, il y a des manœuvres de drones à la Courtine, ce qui fait que les zones sont actives. Et ce qui a un petit peu gêné Gérald, qui est arrivé en avion, et bien sûr, a dû contourner la zone pour venir. Donc effectivement, en matière pédagogique, on est dans un endroit où il faut non seulement vérifier si la RTBA
est active, mais aussi les zones, la R368B qui est dans notre secteur. Et à la fois un décor idyllique, effectivement, un environnement un peu particulier. Je pense qu'on est en présence aussi de stagiaires, certainement, qui sont tout à fait satisfaits des formations que tu leur donnes. Tu as fait à peu près combien de stagiaires depuis que tu as ouvert Drone de Vue ? Alors, depuis que j'ai ouvert Drone de Vue, on va dire, la première année, j'ai formé 5 personnes. La seconde année, j'ai formé donc 14 personnes parce que j'ai formé 8 professeurs de l'EATP. Et donc, tout le domaine des travaux publics, géomètres et ainsi de suite, sont venus, et avec ces stagiaires-là, on a même diversifié en faisant la photogrammétrie, puisque eux, le domaine de la photogrammétrie, ça maîtrise. Ils sont venus avec leur drone RTK en plus. Et donc là, cette année-là, j'ai formé 14 personnes. L'an dernier, j'ai formé 11 personnes. Donc ce qui fait que j'ai formé une trentaine de personnes, 30 à 40 personnes depuis que je suis en formation. Mais ce qui prend de l'ampleur, et puis je suis satisfait dans ce domaine-là, c'est que j'ai des personnes qui me contactent pour faire de l'initiation de drone. Alors aujourd'hui, on pourrait dire que Drone de Vue, c'est un centre de formation, mais à taille humaine, on va dire. Tout à fait. Vraiment, tu n'es pas la grosse usine en formation, tu es là vraiment avec des gens qui ont entendu parler de toi, qui viennent parce qu'ils ont la chance d'être effectivement dans un décor, on le redira encore une fois, bien, mais aussi tu t'en occupes, je veux dire, tu as en général combien ? 2, 3 stagiaires en même temps ? 2. 2 maximum. Maximum 3. Quand il y a 3 stagiaires, c'est que c'est à leur demande, c'est-à-dire que je préviens, 2 c'est bien. C'est très souvent 1. J'ai fait, donc, au mois de décembre, j'ai formé une personne. Là, au mois de janvier, je viens de former une personne. Là. Et là, au mois de février, le 13 février, j'aurai de nouveau une personne. Tu n'es pas dans la recherche de la rentabilité absolue, tu es là vraiment dans la recherche de la satisfaction de ton client. C'est-à-dire que le client qui vient le 13 février ne pouvait pas venir au mois de janvier, donc j'ai accepté de le prendre au mois de février. Le gros avantage d'être avec des petites structures comme la tienne, c'est d'être adaptable, etc. Donc. Puis ils apprécient de travailler un instructeur avec un élève, c'est-à-dire que les questions se posent plus facilement et l'élève apprend mieux, et s'il bute quelque part, en approfondissant son domaine, comme tu dis, c'est la taille humaine, c'est-à-dire qu'effectivement, une semaine passée ensemble, il a tout mon matériel, j'ai quand même 11 drones disponibles, je travaille encore avec des F450 avec des doubles radiocommandes, ça c'est bien aussi, où on fait du mode dégradé en mode attitude et puis en mode manuel, et donc là le mode manuel, c'est l'épreuve fatidique pour l'élève qui se dit qu'est-ce qui se passe, il n'y a plus de gyroscope, il n'y a plus de GPS, il n'y a plus rien. Et lorsqu'il part d'ici, il se dit tiens, si un jour ça m'arrive, je sais que j'ai fait au moins du mode manuel une fois dans ma vie. On arrive malheureusement à la fin de cette interview. Que tu aurais quelque chose que tu voudrais rajouter ? Moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis très attaché à la sécurité et puis donc au respect des règles, puisque moi, mon passé, c'était pas un pilote de drone. J'ai un passé plutôt militaire. J'ai une carrière de gendarme, je vois trop souvent des pilotes dits de loisirs ou alors même des pilotes de drones qualifiés et qui ne respectent pas, lorsqu'il y a des manifestations sportives ou bien autre chose, ça s'est produit l'an dernier, ou lorsqu'on lève son drone et qu'on a tout respecté et que soudain on entend un drone en l'air et on ne sait pas d'où ça vient. Donc soyez prudents, et puis les pilotes de loisirs, ça ne coûte pas cher, venez vous former chez nous en initiation. Je fais des initiations à partir de 2 heures, où l'élève, lorsqu'il repart d'ici, il se dit j'ai appris beaucoup de choses et il achète le drone qui lui convient. Si ce n'est pas indiscret, ça coûte combien, 2 heures ? 2 heures, c'est 90 €. Oui, 90 € aujourd'hui, c'est vraiment abordable, tout à fait. Et j'ai eu, là, dernièrement, au mois de décembre, un monsieur qui a acheté un drone, il a dit « j'ose pas le sortir de ma boîte ». Il est venu chez moi, je lui ai montré, et puis il est reparti. Il avait son drone paramétré, il avait son application qui était prête, et tout est... Parce que, bien sûr, quelquefois, c'est la nébuleuse, quoi. Donc, et il était ravi, il a dit « tiens, je ne serais pas passé là, j'aurais jamais sorti ce drone de la boîte, quoi. » Rappelons quand même pour la forme que dans le domaine que l'on appelle plus communément le loisir, mais qui est la catégorie ouverte, qu'il y a des formations en ligne qui sont gratuites et que cette formation payante que tu rajoutes, elle est là pour pouvoir confirmer et mieux comprendre, alors que ce n'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire, on dirait. Mais au moins, lorsqu'il part de chez moi, il sait ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire, et les mesures qu'il doit prendre pour s'inscrire justement sur Alpha Tango et tous ces sites réglementaires. Eh bien, Émile, un grand merci de nous avoir accordé cette interview et au plaisir de pouvoir prochainement revenir te voir. Avec grand plaisir. Merci, Émile. Voilà, donc après cette interview d'Émile Wolf, nous allons retrouver donc Gérald Goulard, le fondateur de la Fly Academy. Première formation de thermographie pour drone de vue. C'est bien ça, Gérald ? Oui, c'est absolument ça. Émile, avec qui on travaille en tant que prestataire, forme des élèves
télépilote depuis un certain temps. Et puis, on propose dans notre catalogue des spécialisations. Là, en l'occurrence, il s'agit de la thermographie. Donc, je suis venu terminer la formation d'Émile, qu'il a déjà suivi plusieurs fois, mais il fallait finir sur le terrain cette formation afin qu'il puisse, pour les prochaines fois, les dispenser à ses élèves. Alors, en quoi consiste une formation en thermographie? Parce que je ne pense pas qu'en quelques jours, on devienne thermographe. Non, et c'est surtout pas le but. On ne forme pas des thermographes, mais plutôt des opérateurs qui vont assister les thermographes. L'idée, c'est de faire évoluer le métier grâce aux avantages du drone aujourd'hui, de l'outil drone. On permet aux thermographes des prises de vue qu'on ne pourrait pas avoir naturellement, c'est-à-dire qu'on demanderait au thermographe de venir avec un échafaudage pour pouvoir travailler, ce qui n'est pas possible. Par exemple, on a des critères, des normes à respecter, des angles particuliers, des distances particulières. Et du coup, c'est un peu compliqué, même très compliqué pour un thermographe de faire du réel travail aérien. Et là, le drone prend tout son sens. Ok. Donc thermographe, thermicien, tout ça, c'est de toute façon toute une catégorie. Oui. Parce que, effectivement, normalement, il y a des labels, il y a des certifications pour pouvoir faire une expertise thermique, par exemple, chose qu'on ne peut pas prétendre quand on a fini une formation comme celle-ci. Surtout pas. Encore une fois, on reste opérateur, on travaille pour un cabinet d'études, un spécialiste qui nous missionne pour faire des prises de vue, fournir des thermogrammes, donc des fichiers exploitables par le thermicien, mais certainement pas par l'opérateur, lui, opérateur drone, qui ne donne pas d'avis, qui n'engage pas sa responsabilité. D'ailleurs, c'est pas son travail. Lui, on le missionne pour faire des prises de vue, fournir un thermogramme qui sera ensuite analysé par le spécialiste. Ce sont deux métiers différents. Il est évident qu'on ne fait pas une captation thermographique sans connaître ni l'émissivité des matériaux, ni l'angle de prise de vue, ni comment faire un zéro, comment calibrer une caméra. Donc il est évident que c'est ça que tu apprends. Exactement. L'idée vraiment, c'est que le télépilote soit en phase avec le thermicien, que lui comprenne son langage, qu'il parle des mêmes choses et surtout qu'il n'y ait pas de faille dans les compétences du télépilote. Donc le télépilote saura comprend ce que c'est qu'une émissivité, comprend ce que c'est qu'une transmissivité, une réflexion, etc. Il va savoir régler son drone en fonction des critères demandés par le thermicien et il pourra fournir des éléments qui vont répondre au cahier des charges du thermicien. Donc ça, c'est très important de pouvoir le dire. Donc ça veut dire que ça va devenir un collaborateur d'un expert thermique, par exemple, sur lequel il va pouvoir fournir des clichés de qualité qui seront ensuite exploités par cet expert. Oui, c'est absolument ça. On ne va pas former des thermiciens, surtout pas. On va former des collaborateurs qui vont travailler et qui vont simplifier le travail du thermicien. Alors j'ai vu ce matin, j'ai assisté un peu à une partie de la formation. Effectivement, j'ai bien aimé la manière de présenter des images en disant qu'est-ce qu'on peut dire et en fait on ne peut rien dire. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment une méthodologie pédagogique que j'ai appréciée. Et c'est vrai qu'on voit les stagiaires qui sont assez surpris parce que, en fait, pour eux, la fausse couleur les induit en erreur. Ils voient ça d'un coup, ils se disent, là, oui, effectivement, il y a des ponts thermiques sans vraiment connaître ne serait-ce que la terminologie. Bien sûr. Alors, on voit le gap, on voit l'écart entre le premier jour, lorsqu'on leur soumet une image de thermogramme, et puis après 2-3 jours de formation, où là, ils prennent du recul, ils comprennent que ça n'est pas exploitable immédiatement, et que c'est pas parce qu'une image semble nous montrer un contraste, et donc peut-être encore une fois, une différence de température. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, beaucoup de critères, comme entre autres le principe de l'émissivité. Tant qu'on ne connaît pas l'émissivité d'un matériau, on ne peut rien dire. Donc la première chose à dire, c'est justement... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne dis rien. Et en post-traitement, je vais travailler sur les photos, les éléments. Et encore une fois, le télépilote il le sait. Au fond, lui, il a en tout cas une idée de ce qu'il en est. Mais ce n'est pas son travail de dire. Rappelons que la post-production ne servirait qu'à mettre en évidence les points que lui a plus ou moins détectés. Ouais, c'est ça. Mais en aucun cas, il ne pourra donner d'avis sur le sujet. Ça restera toujours la prérogative de l'expert. Et oui, et là, on est très clair là-dessus. Et ce n'est pas de leur prérogative de fournir un bilan, un compte-rendu qui engagerait leur responsabilité et qui définirait, écoutez, je constate tel défaut. Non, on ne constate pas de défaut. Je vous donne les clichés. Des éléments, je vous donne les éléments et je vous laisse
libre de faire votre propre... Alors ce matin, tu as mis en évidence quelque chose qui m'a bien plu, puisque tu as montré une photo, Nadir, d'une prise de vue thermique, d'une municipalité qui avait demandé éventuellement de savoir ce qu'il en était, et effectivement, on pourrait tout de suite croire qu'il y a beaucoup de déperdition thermique, etc., alors qu'effectivement, il n'y a rien. Est-ce que les municipalités ne se sont pas faites un peu avoir avec toutes ces propagandes de « je peux vous faire, j'ai un Mavic thermique, je peux vous faire une démonstration, etc. » Est-ce qu'ils ne se sont pas fait un peu avoir là-dessus? Malheureusement, si. Effectivement, aujourd'hui, la mode, entre guillemets, et bien sûr la rénovation, faire du neuf avec du vieux et le faire bien. Et puis on incite les communes, les politiques, les incitent à rénover, à moderniser le parc. Ce qui est légitime en soi. Oui, ça se comprend et c'est noble. Le danger, c'est la méconnaissance du métier et de se dire, écoutez, pourquoi pas balayer toute ma commune avec un drone, avec une caméra thermique, et puis mettre en valeur les écarts, les contrastes, et puis aller, ce serait une bêtise, mais aller voir les habitants et dire, écoutez, on constate que chez vous, il y a quelque chose qui se passe. L'erreur serait de ne pas tenir compte du contexte, donc de ne pas contextualiser et de considérer que d'abord on parle de fabricants différents, on parle de matériaux différents, on parle de surfaces différentes, mais on parle aussi de présence ou non d'habitants ce jour-là, de quel type de chauffage, etc. Il y a beaucoup trop de critères. Donc aujourd'hui, les communes demandent à des télépilotes de prendre des clichés, c'est le cas, et jusqu'à là, c'est dans leur domaine de compétences. Le danger serait de dire, avec ces clichés, j'exploite et je dis, je constate. Non, on ne peut pas. Il faudrait faire du cas par cas. Donc, ce qu'il y a de bien dans ta démarche, dans la démarche de formation, c'est que tu formes les télépilotes à leur dire, voilà, votre rôle, ça se borne à capter, mais à capter correctement, avec un bon angle de prise de vue, à ne pas prendre quand c'est exposé au soleil, parce que ça ne donnerait aucune information tangible, à savoir de prendre avec un angle de vue, à savoir faire un zéro pour pouvoir calibrer correctement. Donc ça se borne à ça, et ça c'est très bien. J'ai bien apprécié, parce qu'effectivement, ça remet le télépilote au centre de ses compétences, puisque sa compétence, lui, c'est le télépilotage, c'est pas la captation de données. Ah bon, bien évidemment, sauf s'il est déjà thermicien. On est bien d'accord. Bien sûr, absolument. Voilà. Donc, alors, est-ce que tu dirais que c'est vraiment un secteur d'avenir, la thermographie, pour un télépilote? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux peut-être qu'il aille faire une formation complémentaire, peut-être au préalable, de thermicien pour devenir expert? Parce qu'effectivement, il y a quand même du travail là-dedans, plutôt que de se cantonner juste à la captation thermographique d'images. Alors moi, je suis partisan de la formation plus, c'est-à-dire que s'enrichir tous les jours et apprendre tout le temps, c'est bénéfique, ça nous fait grandir. S'enrichir de manière pédagogique. Bien sûr, oui, s'enrichir intelligemment, on est d'accord. Je parle de culture, bien sûr. Aujourd'hui, se contenter de faire uniquement un type de mission passivement, c'est possible, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Le marché est porteur, alors on parle des bâtiments aujourd'hui, mais on peut aussi parler des champs de panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, il ne suffit pas de venir installer des champs de photovoltaïques, il faut aussi vérifier la performance de ces panneaux-là. Aujourd'hui, on a besoin de drones pour le faire, par exemple. Et donc, aller plus loin dans les démarches, s'investir, apprendre, et pourquoi pas se qualifier comme thermicien, mais si, au contraire, fonçons, il faut le faire. Alors, la Fly Academy, pour revenir quand même à la société que tu diriges, donc tu es à Tilchâtel, près de Dijon. Dijon, c'est ça. Voilà. C'est une belle société qui se développe, puisque tu as plusieurs centres, plutôt des partenaires sur lesquels ils font des formations. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de la Fly Academy? Alors, la Fly Academy, c'est un petit peu l'ovni dans le circuit, c'est-à-dire que c'est un des rares centres en France à être avant tout un centre de formation aéronautique. Et donc initialement, nous, mon métier, moi, c'est instructeur de pilote d'hélicoptère et d'avion du LM. C'est ce que j'ai fait en tout premier. Et puis je suis venu au drone parce que c'est passionnant aussi de former ces télépilotes comme on forme nos pilotes tous les jours. Voilà, contrairement à la plupart des centres de formation qui sont très très bien. L'idée, c'est pas de se placer, mais d'expliquer le concept. Chez nous, tous nos instructeurs, en grande majorité, en tout cas, sont issus du monde aéronautique, sont pilotes ou instructeurs. Et du coup, on a une approche un petit peu différente. On forme beaucoup de télépilotes, on essaie de viser l'excellence. Très sincèrement, on veut absolument être une référence dans les résultats. On veut que les gens qui sortent de la Flight Academy soient des gens qui soient performants, bien formés, qui puissent s'adapter au quotidien, et puis formés voler dans la règle de l'art. Et puis, bien sûr, en parallèle, on fait, je vous le disais,
de l'hélicoptère, on fait de l'ULM, de l'avion, et on fait même bientôt le paramoteur et la montgolfière, qui ouvre chez nous très bientôt. Donc vous voyez, on élargit. Oui, avec ton associé qui a passé dernièrement son brevet Alors, aérosté pour les militaires, et on dit maintenant aéronaute pour les civils. Okay. La subtilité, voilà. Il est donc aéronaute, et moi je le serai dans quelques semaines. Là. Je termine ma formation. Félicitations. Oh, je te remercie. Je vous remercie. Quel est l'avenir aujourd'hui de la formation drone telle que tu la vois ou tu l'entrevois? Nous, on capitalise beaucoup sur l'avenir du drone et surtout sur une dimension beaucoup plus liée au transport. On a réfléchi dès le début à la façon dont le marché allait évoluer, dont les sociétés aujourd'hui fonctionnaient en Europe, puisque c'est le marché européen que l'on vise. On a envie d'accompagner ces sociétés qui veulent travailler sur le dernier délai compressible qui est celui de la livraison. Aujourd'hui, on parle souvent du dernier kilomètre d'ailleurs. Voilà. Alors, il y a le dernier kilomètre et juste avant, c'est la messagerie. Le dernier kilomètre, c'est lorsque vous vous déplacez dans un centre, un point relais pour récupérer un colis. Et juste avant, il y a la messagerie, c'est-à-dire qu'on parle d'une livraison d'un entrepôt jusqu'à ce point relais. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur cette partie-là, en collaboration avec deux sociétés que tu connais. Et on souhaite très bientôt former les futurs télépilotes de transport. Donc l'idée, a priori, je ne veux pas trop en dire parce qu'on s'adapte aux exigences de l'ESA, l'organisme européen, mais on travaille sur, en tant que centre de formation de pilotes, on aura la capacité de former nos télépilotes professionnels sur une dimension beaucoup plus embarquée, c'est-à-dire d'avions ou d'hélicoptères embarqués, et ensuite de les spécialiser dans le transport pour répondre au bientôt futur marché européen du transport. Alors justement, cette vision aéronautique que tu as en tant qu'instructeur pilote d'avions et d'hélicoptères, qui est quand même non négligeable dans le métier, c'est d'ailleurs, je pense, une des cartes de visite qu'il faudrait pouvoir mettre en avant dans tout ce qui est drone. Cette vision-là, elle t'amène à voir un développement du drone peut-être taxi ou du drone de livraison d'une manière différente du monsieur tout le monde qui utilise aujourd'hui un drone. C'est ça. On est particulièrement conscient des exigences de la mobilité dans un espace aérien contrôlé. On sait qu'aujourd'hui, un télépilote professionnel ne dépassera pas 120 mètres de hauteur. Et puis, dans la généralité, on va dire. Voilà, oui, dans le cadre classique. Et puis, nous, dans l'embarqué, entre guillemets, lorsque je vole en hélico en avion, je vais voler au-dessus de 150 mètres. Puis un jour, on va intégrer dans cet espace, dans ces deux espaces, une dimension de transport, avec des gens qui vont devoir trouver, bien sûr, leur place dans une réglementation, pour à la fois être compétent dans l'espace aérien contrôlé et puis être compétent dans le transport de marchandises et de personnes. D'où l'USpace qui arrive aujourd'hui. D'où l'USpace qui aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, jeudi 26. Jeudi 26 janvier, c'est aujourd'hui la date de sortie de l'USpace. Voilà, donc cette future réglementation sur un espace aérien qui permettra le transport de marchandises et de personnes. Voilà, d'ailleurs, on pourra voir à partir de 2024 pour les Jeux Olympiques les premiers essais. Donc, ça, c'est une dimension particulière expérimentale, des drones taxis sur Paris pour les Jeux Olympiques qui vont transporter des personnes d'un point A à un point B. Voilà, l'avenir est en marche. Aujourd'hui, on le sait. Voilà. Clairement, le monde du drone évolue sans cesse. Moderne, motivé, efficace. Voilà, on est en plein dedans. Si tu devais proposer des nouvelles formations, ce serait quoi selon toi? L'idée, c'est pas d'élargir trop les compétences. Aujourd'hui, on travaille, nous, sur la photogrammétrie. On travaille beaucoup sur la thermographie aussi. Et puis, on travaille sur la mise en valeur de biens immobiliers, mais on travaille sur la partie aspect vidéo. C'est-à-dire qu'on travaille aussi sur cette dimension mobilière qui n'a pas encore trouvé sa place. On peut spécialiser nos télépilotes dans les prises de vue aériennes autour d'un bâtiment, mais aussi l'amener à être plutôt terre à terre, plus terre à terre, et travailler sur la dimension 3 dimensions, visite virtuelle. Voilà. On a pu bénéficier d'une sorte de rebond avec le Covid, et aujourd'hui, beaucoup de personnes visitent virtuellement les maisons. On a encore très peu de... Mais les agents immobiliers ne sont pas, on va dire, les meilleurs clients des prestataires de télépilotes de drone. Parce que d'abord, aujourd'hui, avec la catégorie ouverte, ils ont la possibilité de le faire eux-mêmes. C'est vrai. Puisque, en plus, les propriétés sont privées, donc ils peuvent voler assez facilement en respectant la catégorie ouverte. Et que, traditionnellement, de toute façon, les agents immobiliers se sont toujours royalement moqués. Puisque, je ne vais certainement pas me faire des amis en disant ça, mais surtout ces agents immobiliers, mais c'est bien la réalité. C'est vrai. Ça fait des années que bon nombre de télépilotes de drone essayent de
côtoyé les agents immobiliers en leur vantant les mérites de ce qu'on peut faire, et ils ont toujours trouvé que leur commission de 10% ne leur permettait pas de payer étonnamment 150 € pour une photo. Voilà, donc, mais bon. Oui, alors on vise plutôt la prestation, le prestige, hein, des bâtiments, des villas, des maisons haut de gamme, voilà, qui ont besoin de valoriser d'une façon ou d'une autre. Et dans ces cas-là, voilà, la dimension prise de vue aérienne prend tout son sens. Voilà. Mais effectivement, la maison plus traditionnelle, classique, voilà, là, les agents n'ont pas besoin de cette partie-là. Ils n'ont jamais eu vraiment d'intérêt là-dessus. Bon, après, c'est un marché comme un autre, mais enfin, on peut aussi dire aux télépilotes, n'essayez pas d'aller démarcher ça, vous allez perdre votre temps. Non, effectivement. Voilà. Oui, c'est le cas. Avec les municipalités, bien souvent, on entend dire, j'ai vu monsieur le maire, il m'a donné l'autorisation sur la commune. On sait pertinemment que la réglementation ne donne aucun droit ni titre à monsieur le maire. Par contre, est-ce qu'il y a encore des débouchés avec les municipalités pour faire des activités? Moi, je me rappelle qu'à l'époque, on travaillait avec les syndicats d'initiative qui permettaient de mettre en valeur la ville et tout ça. Est-ce que ça, c'est encore des marchés qui, selon toi, peuvent continuer à évoluer? Alors, la question, c'est est-ce que c'est un marché porteur? Oui. Je ne pense pas aujourd'hui. Il n'est pas non plus non porteur, entre guillemets. C'est une possibilité. Ce sont souvent des niches qui sont recherchées. Mais ne vivre que de ça, ça me semble un peu utopique. On ne pourrait pas faire que ça. Par contre, on a beaucoup de demandes. C'est étonnant. En ce moment, on sent un rebond pour tout ce qui est vidéo. On a eu la chance de pouvoir former les équipes de TF1 ou France 3, par exemple. Donc au quotidien, on sait comment eux travaillent. Mais on a aussi beaucoup de demandes de spécialistes de clips vidéo, des youtubeurs, des choses comme ça, qui longtemps ont été des gens qui travaillent un peu en marge du système et de la réglementation, et qui comprennent qu'on ne peut pas toujours jouer avec le feu. Ouais. Et on a de plus en plus de formations dédiées. Ils veulent peut-être aussi monter en qualité, peut-être. Exactement. Et là, ce sont des gens qui sont des professionnels et qui veulent apporter une plus-value, un plus à leurs compétences, et plutôt que de le faire un petit peu dans la chance. Alors, que penses-tu de ces nouveaux marchés qui se développent avec, par exemple, le démoussage de toiture, les blanchiments de serre, la viticulture, la pulvérisation viticole, etc. Tu penses quoi de ces marchés? Est-ce que tu penses qu'il y a une formation possible pour ça, ou est-ce que, c'est pas vraiment un sujet d'actualité? Si, bien sûr, il y a une formation que l'on fait aussi chez nous, qui est le nettoyage de toiture ou de façade. On utilise des drones plus performants, donc là, il faut une formation bien particulière, parce que là, on parle de drones vraiment conséquents, et on ne peut pas les mettre dans les mains d'un jeune télépilote. Il faut une certaine expérience. Ça fait partie des niches qui ont un potentiel, parce qu'aujourd'hui, on réalise par exemple qu'une toiture qui n'a pas été traitée depuis 20 ans commence vraiment à se dégrader, et que plutôt que de rénover une toiture entière, on peut très bien faire appel à un télépilote spécialisé, et avec une formation de télépilote plus une spécialisation avec ce drone, et je rajouterai ce qu'on appelle le certifito, c'est-à-dire pour utiliser des produits phytosanitaires. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Mais dans ce cas de figure, effectivement, on a vu des résultats qui étaient vraiment, vraiment épatants. Et, j'ai formé plusieurs télépilotes qui m'ont montré des résultats après avoir utilisé ces drones-là. Et là, les toitures, à l'œil nu en tout cas, semblent quasi neuves. On a une vraie... Oui, c'est vrai. C'est assez incroyable. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire. En visitant, j'ai eu l'occasion de partir rouler dans le nord de la France, et très sincèrement, dans des villages, je constatais qu'une toiture sur deux était réellement dégradée, et que là, clairement, je pense qu'un télépilote qui s'installerait par ici, avec une offre assez cohérente, raisonnable, pourrait clairement créer son propre marché, et là, ne manquerait pas de travail dans ce Alors, on vient de parler des opportunités, on vient de parler des formations. Est-ce que tu penses qu'on peut vivre aujourd'hui du drone, en dehors peut-être de certaines niches ou de certains centres de formation qui, bien sûr, on en fait un business, mais quelqu'un qui est formé en tant que télépilote de drone, est-ce que tu penses qu'il a aujourd'hui, s'il n'a pas de spécialisation ou de métier, est-ce qu'il a une chance de pouvoir vivre de ce métier-là ou pas? Non, il faut être honnête. Télépilote, ce n'est pas un métier, c'est un moyen, c'est un outil. C'est une valeur ajoutée à une fonction, à un métier. On n'est pas juste télépilote, c'est comme si on disait, j'ai mon permis de conduire, mon métier c'est de conduire une voiture. Ça n'a pas de sens, c'est du non-sens. Aujourd'hui, un télépilote, il apporte quelque chose de plus à un métier, à une fonction. Donc on parle de la thermographie, de la photogrammétrie, du nettoyage de toiture, voilà. Mais non, il ne faut pas mentir à nos auditeurs. Non, télépilote, c'est pas un métier. C'est pas un métier, tout à fait. Bon. Et est-ce que tu penses qu'il y a d'autres moyens que de télépiloter des drones aériens?
Parce que je parle souvent de drones maritimes, de drones sous-marins, de drones terrestres, qui ne peuvent pas décoller. Est-ce que tu penses qu'il y a des intérêts à se former maintenant sur ces spécialités ? Alors là, oui, absolument. Alors, pour ma partie, moi, je suis fan de tout ce qui peut voler, donc évidemment, je me concentre sur l'aérien, bien évidemment. Mais aujourd'hui, 70% de la surface de la Terre, c'est la mer. C'est la mer. Et on n'a pas encore exploré tout ce qui reste à explorer. On a l'habitude de dire qu'on connaît mieux la Lune que les fonds marins. Et c'est exactement ça. Il y a eu plus de monde sur la Lune que dans les grandes profondeurs. C'est ça. C'est exactement ça. Donc oui, ne serait-ce que pour accompagner les fabricants, les sociétés qui viennent nettoyer les bateaux, qui viennent peut-être draguer les fonds des ports, peut-être dans la recherche et le sauvetage, le SAR, Search and Rescue, des choses comme ça. Oui, il y a aussi un marché, et étonnamment très peu de télépilotes. Alors, je ne sais pas quel terme employé, je vais dire télépilote pour... Téléopérateurs en général. Téléopérateurs, voilà, pour le monde maritime. Hein. Là, je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire. Et puis le terrestre, pourquoi pas, parce qu'aujourd'hui... dans les zones de conflit, dans les zones, par exemple, dans les milieux un peu dangereux, agressifs, ouais, c'est ça, où il y a un risque nucléaire, exactement, par exemple, bactériologique, chimique, etc. Le drone a tout son sens avec ce genre de choses. Oui, tout à fait. Bien écoute Gérald, je te remercie, on arrive un peu à la fin de cette interview, on pourrait tous les deux discuter. On pourrait en parler pendant 2 heures. Tout à fait, mais malheureusement toute bonne chose ayant une fin. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais rajouter sur une question que j'aurais pas posée ou un sujet que tu aurais aimé développer en plus? Écoute, c'est très bien, je vais revoir mes élèves maintenant qui m'attendent. Oui, tout à fait, oui. Et j'étais un peu monopolisé, c'est vrai. Non mais c'était un vrai plaisir de participer à l'émission. Eh bien écoute, je te remercie et je te dis à très bientôt pour une prochaine émission. Merci, à très bientôt. Une interview réalisée par Thierry Mort pour Fréquence Drone.